Eh bien bonsoir, nous sommes aujourd'hui avec Dominique Bruyot, mais pas seulement. Bonsoir Dominique. Salut. J'ai eu l'occasion il y a très peu de temps de voir une partie de ton équipe, ainsi que tes locaux, tes magazines. Et là, ce soir, on est pour une sortie, c'est ça? Une avant-première? Une avant-première, il est sorti depuis quelques jours, mais effectivement, comme nos magazines ont une durée de vie de 3 mois, ça, chez Bourgogne Magazine, c'est le début de la mise en kiosque et sur un numéro dont nous sommes particulièrement fiers. Et tu peux nous présenter la personne à côté de toi? Tu nous l'avais présenté lors je de la connais dernière pas, lui. vidéo. Ah bon? mais si, ça va faire. Je débarque, ça fait 20 ans que je débarque. Ça fait 20 ans qu'il me supporte. Et puis, et lycée de Versailles aussi, hein, quelque part. Et donc, oui, Geoffroy Morin, qui est donc éditeur délégué, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que il y a en fait dans le fonctionnement de l'entreprise, il y a un moment donné, on a un cahier des charges qui nous est propre sur des équilibres territoriaux, sur des relations qui ont été nouées, etc. Ça fait que c'est la base des sujets qu'on choisit. Puis après, il y a ce qu'on appelle un temps de réalisation du magazine, où là, il faut quand même quelqu'un qui chapeaute toute la rédaction, et c'est le job de Geoffroy, et qui drive à la fois les photographes, les journalistes, etc. Mais sur la base de quelque chose qui est déjà assez... ce qu'on travaille tous les deux, sur une écriture en amont du contenu du numéro. Un magazine, c'est pas une addition de sujets là qu'on empile les uns derrière les autres au petit bonheur la chance. Il y a plusieurs axes de réflexion. Le premier, quand ça s'appelle Bourgogne Magazine, c'est de respecter l'équilibre territorial, parce que la Bourgogne, c'est pas simplement Beaune, ou Nuit-Saint-Georges, ou Dijon, c'est aussi Nevers, Auxerre, Mâcon, Louhans, le Morvan, et puis les équilibres aussi de thématiques. C'est pas simplement le vin, c'est aussi évidemment les saveurs, mais la culture, l'histoire, le patrimoine, voilà tous nos axes éditoriaux. Donc on essaie, dans cette cuisine interne, de composer le panier qui fera le plat le plus équilibré possible à servir à nos lecteurs. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on est sur cette phase-là, c'est Geoffroy qui fait le boulot. Moi, je ne fais plus rien après. Donc toi, tu as l'idée et Geoffroy reprend derrière. Non, on a l'idée ensemble. On a les idées ensemble. Attention, parce qu'il y a les idées qui viennent naturellement de la rédaction, et il y a les miennes qui viennent aussi d'un travail de terrain qui est de nature différente, parce que l'éditeur, il a la responsabilité de l'entreprise, il doit aussi, c'était le sujet de la discussion tout de suite avec un de nos collaborateurs, il doit aussi veiller à l'équilibre économique d'une entreprise qui se veut indépendante, mais son indépendance, elle est assurée par le fait qu'elle est gérée le mieux possible en père de famille, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas n'importe quoi, parce que on dérape facilement à faire du contenu de cette qualité-là. C'est facile, hein, à la limite, d'imaginer de pouvoir tout faire. Mais non, on ne peut pas tout faire. On a aussi nos limites dans les moyens, on a aussi des investissements à perte qu'il faut éviter, et on a aussi des engagements éditoriaux qui parfois doivent correspondre à une attente d'un public à un certain moment donné. Exemple, une Saint-Vincent, à Vézelay nous donne l'occasion de faire un dossier à Vézelay. C'est très simple à comprendre, mais il y a des exemples plus subtils que ça. Voilà. Donc, il y a donc en fait, voilà comme ça un cadre qui donne lieu à une discussion entre nous sur le contenu. Mais cette discussion, elle est partagée parce que Geoffroy aussi a ses pistes, ses sources. Et puis après, Geoffroy arrête un synopsis et puis fait le boulot. D'ailleurs, on aura moi, je fais la sieste. Eh ben voilà. D'ailleurs, on aura l'occasion, peut-être pour le prochain numéro, de voir du début à la fin, du départ de l'idée jusqu'à la réalisation du magazine. Alors ça, c'est un peu utopique. Il faudra juste revenir plusieurs fois. Ouais, voilà. Je peux pas en parler, mais je laisse parler. Alors Geoffroy, bonsoir. Merci aussi d'avoir bien voulu jouer le jeu des petites vidéos et des interviews. Alors, on parle d'un magazine, Bourgogne Magazine, mais a priori, il y en a 3 devant vous, messieurs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, la raison est simple. On a en fait 3 couvertures différentes en fonction des zones de diffusion. Donc, ça s'appelle tout simplement du marketing. Hein. Il s'agit de faire des effets couverture les plus locaux possibles pour intéresser le plus possible les gens. Donc, on a en fait souvent
On peut en avoir 2 ou 3. Alors bien sûr, le contenu est identique, mais donc on a 3 couvertures différentes selon les zones de diffusion. Une plus autour de l'USI qui met en avant. Est-ce que tu veux bien nous la montrer, s'il te plaît? Voilà, je te remercie beaucoup. Voilà. Et qui touche le Sud Morvan, qui est diffusé dans le Sud Morvan. Oui, même dans la Nièvre. Hein, et même dans la Nièvre, effectivement, puisque l'USI est dans la Nièvre, il y a aussi la Saône-et-Loire qui est pas loin. Deuxième couverture sur Arnay-le-Duc et son pays, donc sur une autre partie du Morvan, la plus la frange est et vers l'Aussois. Hein. Et puis, je dirais, la couverture nationale, entre guillemets, c'est qu'il va couvrir les zones hors les 2 secteurs dont on vient de parler. C'est Vézelay, bien sûr, qui capitalise quand même sur la notoriété du site de Vézelay, que tout le monde connaît, et qui rebondit là de façon un peu plus saisonnière sur la Saint-Vincent qui vient d'avoir lieu. Tout à fait. Le but du jeu, c'était pas de faire quelque chose pile sur les fêtes de la Saint-Vincent qui ont déjà eu lieu, et du coup ça aurait été has-been, je dirais, assez vite, mais c'est de capitaliser sur cette Saint-Vincent pour parler de façon un peu plus profonde de Vézelay et de ses richesses, de montrer que le vin existait sûrement avant pas mal de patrimoine, en tout cas avant la basilique, avant Jules Roy, avant Serge Gainsbourg, mais avant Marc Menot. Voilà. Mais nous, on a voulu reprendre un peu tous ces gens qui sont devenus un peu des apôtres de la colline éternelle, et de le faire sur une toile de fond qui reprend le vin et qui fait aussi des portraits de vignerons pour montrer que Vézelay, vraiment, le vin, le patrimoine et l'histoire sont étroitement liés. Alors peut-être préciser que ces 3 dossiers, ils ne sont pas tombés comme ça du ciel. Ils ont tous nécessité un travail préparatoire aussi. C'est-à-dire qu'après la première étape, il y en a une deuxième étape qui consiste à aller sur le terrain, faire du repérage. Parce qu'on n'envoie pas des troupes comme ça au hasard pour faire des dossiers de 15 ou 20 pages. Et se documenter aussi. Et se documenter aussi. Il y a un gros travail aussi de documentation. Par exemple, nos premières sources pour le dossier de l'USI, ça a été Jocelyne Guérin, qui est la mère de l'USI. Alors ça peut paraître naturel, sauf qu'on le fait rarement. Mais là, pour le coup, c'était justifié parce que c'est un village particulier qui a connu un gain de notoriété à travers l'émission des Racines et des Ailes. Et on est allé voir Madame le maire pour savoir de quel bois était fait cette dame, et on s'est rendu compte qu'elle était assez insolite. Et le même jour, dans notre repérage, on est allé aussi à voir un élevage de porcs, parce qu'on était au courant de ça, à côté à La Roche-Millet, pour voir les premiers élevages porcins à l'air libre, soutenus par le jambon du Morvan, et on retrouve tout ce mélange assez insolite, assez incroyable dans le dossier. Pour Vézelay, ça a été aussi un repérage, dans un premier temps au domaine de la Croix-Montjoie, chez le président de la Saint-Vincent, mais aussi avec la rencontre de Marc Menot, l'ancien chef étoilé. Et ici, c'est encore allé plus loin. Pour faire notre dossier sur Arnay-le-Duc, on a organisé ce qu'on appelle, nous, un café des Bourrus, c'est-à-dire un café culturel, agriculturel, viticulturel, où on a, dans un lieu insolite, on a invité une quarantaine de personnes, toutes avec des métiers qui sont un peu les néo-ruraux, ou plus que les néo-ruraux, c'est-à-dire des gens... aussi des industriels, hein, malgré tout. Il y avait aussi de ça, oui. Mais en tout cas, une vie insoupçonnée, parce que, entre nous, Arnay-le-Duc, quand on est Arnay-le-Duc, c'est un pays en souffrance. On leur a d'ailleurs posé une question simple, c'est quel avenir pour le pays d'Arnay. Voilà. Et donc tous ces gens-là, en fait, étaient des gens qui croyaient tous d'une façon ou d'une autre en l'avenir de leur pays et qui étaient venus nous expliquer un petit peu pourquoi, quelles étaient leurs initiatives. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un vivier comme ça. Effectivement, beaucoup de néo-ruraux, mais pas que, mais de gens attachés à leur pays, qui avaient des initiatives intéressantes, qui montaient des petites entreprises, qui faisaient vivre le pays, qui se rencontraient, qui se posaient des questions, et voilà, et on s'est rendu compte que oui, par exemple, il y avait des zones rurales où il y avait des solutions et où les gens vivaient. Voilà, des nouveaux maraîchers, un travail photo de Jean-Luc Petit, je précise Jean-Luc Petit, soigné à chaque fois, ou alors cette jolie dame qui ressuscite les plantes médicinales. Les aromatiques, voilà. Donc tous ces personnages incroyables, ces surdiplômés qui travaillent avec des ruches. Donc on est loin de la campagne. Cette jeune femme qui a connu une vie un peu nomade comme ça, puis qui s'est posée à Arnay-le-Duc, qui a pris l'épicerie bio. Elle est même correspondante du bien public, pour tout dire. Donc c'est plutôt rigolo, quoi. C'est
ces gens qui défendent une tradition, qui font revivre une tradition du fromage, etc. Donc on est dans un cas de figure, dans les cas de figure assez symptomatiques d'une campagne qui finalement n'a pas le temps d'enfiler des gilets jaunes pour mener sa vie. Elle n'a plus le temps parce qu'elle est face à sa réalité. Et si on doit vivre en pays arnétois ou dans ces coins-là, il faut se réinventer un modèle économique, peut-être aussi une philosophie de vie. C'est le cas de tous ces personnages qu'on a rencontrés. Et leurs histoires sont absolument passionnantes, quoi. Donc là, tu me disais qu'il était en kiosque depuis peu. Ouais. Depuis quelques jours, hein, voilà. Donc les gens vont pouvoir le retrouver facilement. Ouais. Oui, parce que jusqu'à ce printemps, quoi, jusqu'au mois d'avril. C'est toujours intéressant de préciser, de rappeler que Bourgogne Magazine est une revue de kiosque, c'est-à-dire que sa principale ressource, en tout cas, c'est le lecteur, c'est-à-dire que c'est le fruit des ventes dans les kiosques. Et ça, c'est à protéger à une époque où tout se consomme un peu facilement dans la gratuité ou dans l'immédiateté, au détriment parfois de la profondeur et de la vérité et de la qualité. Voilà. Geoffroy ? Non, mais effectivement, là, il faut aller chez son marchand de journaux. Ouais, c'est ça. Et puis... parce qu'il faut payer la... Et puis sortir le numéro 90 pour le payer. Mais je pense que l'un dans l'autre, au poids et au nombre de pages, au final, ça fait quand même la lecture pas trop chère. Est-ce que tu peux nous dire le combienième de numéro c'est ? 60e. Oui, alors attends. C'est faux. On a vu si on est dans la cave, là, le musée. C'est le numéro 60 de la dernière édition. Oui, il a eu deux vies, Bourgogne Magazine. Il y a eu une première vie de 95 à 2004 à peu près. Donc on a eu à cette époque-là, je crois 80 numéros. Plus que ça, là. On a passé les 100 et on avait même des... parce que pendant un temps, on était même mensuel. Donc, et même des hors-séries. Alors, je sais plus, mais je l'ai dit l'autre jour, je crois qu'on a 30 000 pages, un truc comme ça. Plus que ça. Et puis, on a commencé une nouvelle formule. Donc, on a recommencé on a remis le compteur à zéro. Et là, donc, pour les raisons X et Y. Et aujourd'hui, on est bien en 60. C'est un bel anniversaire. Auquel il faut ajouter les hors-séries, parce qu'on en a pas mal aussi. Voilà, donc, Mais la 60, c'est un bel anniversaire. On est plus attaché aux 25 ans. Aux 25 ans. Parce que c'est intéressant, parce que quand Bourgogne Magazine est né, les gens avaient une aspiration à une forme de régionalisme, même si j'aime pas trop le mot, mais en tout cas à se ressourcer. Ça s'est perdu un petit peu de vue, et puis finalement on est revenu à j'ai l'impression j'ai le sentiment aujourd'hui que plus on se mondialise, plus on se replie aussi en même temps sur des choses qui nous titillent au fond de l'âme, au fond de nos Madeleines de Proust, au fond de notre être. Et le territoire, c'est ça, quoi, en fait. Eh bien, en tous les cas, messieurs, moi, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous avez une réunion juste derrière. Donc, merci d'avoir bien... Galette. Oh, je voulais pas le dire, Dominique. Donc, merci beaucoup. Chez Colombo, vous faites de la pub. Eh bien, on va la goûter, la galette de chez Colombo, justement. La convivialité, c'est le boulot aussi. Tout à fait. En tous les cas, merci d'avoir bien voulu jouer le jeu pour la sortie de ce nouveau Bourgogne Magazine numéro 60 de la nouvelle formule. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir.